Donc, je vais vous faire une présentation très rapide du webinaire de ce soir. Donc, le thème de ce soir, c'est diagnostic et prise en charge des femmes vivant avec une MHCR et les répercussions des MHCR sur la vie quotidienne. Alors, en préambule, je vais vous expliquer ce terme, cet acronyme de MHCR. Initialement, le thème de MHC était plutôt utilisé par les professionnels de santé, et ceux-ci me reprendront si je dis une bêtise, et signifiait une maladie hémorragique constitutionnelle. Et le terme MHR était plutôt utilisé au sein de la FH comme maladie hémorragique rare. Donc, pour éviter toute confusion, il y a eu une réunion de concertation et finalement, tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'on allait utiliser l'acronyme MHCR, maladie hémorragique constitutionnelle rare. Donc, on a tout repris de manière à avoir une certaine uniformité et à être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, si tu peux... Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les répercussions des MHR sur la vie quotidienne. Donc, dès la fin de cette introduction, nous allons avoir deux présentations médicales. Une première présentation du docteur Roselyne Doiron, qui est hématologue et qui est au centre de référence d'hémophilie de Bicêtre et qui est également à l'Université de Paris-Saclay, sur le thème « Que sait-on de l'impact des MHCR sur la qualité de vie des filles et des femmes concernées ?» La deuxième intervention sera faite par le docteur Benoît Guillet, qui est hématologue au CRC-MHC de Rennes, et qui traitera du sujet suivant: comment améliorer la qualité de vie des filles et des femmes vivant avec une MHCR. De 18h, donc ça va nous amener à 18h50. De 18h50 à 18h55, Maryse présentera le travail qui se fera par la suite en atelier. Ce travail en atelier prendra place entre 18h55 et 19h30. C'est un temps d'échange en atelier. Vous allez être redirigé vers des groupes, mais ça, on vous expliquera plus tard. Il est animé par les membres de la commission femmes. Et le thème étant répercussions et changements dus à la MHCR sur la vie quotidienne. De 19h30 à 19h40, il y aura une mise en commun des échanges. Il y aura un premier groupe qui fera une présentation de ses conclusions ou de ses observations. Et les autres groupes n'interviendront que pour compléter, pas pour répéter forcément les mêmes choses, parce qu'on n'a pas tellement de temps. De 19h40 à 19h50, Yannick Collet, qui est membre de la commission femmes au même titre que Maryse, Christine et un certain nombre d'autres personnes qui sont autour de l'écran, traitera du sujet « Quel est le rôle de l'AFH et de la commission femmes dans l'accompagnement des filles et des femmes vivant avec une MHCR ?» Et de 19h50 à 20h, nous enchaînerons la conclusion, les sondages et perspectives, et pour terminer, alors les Anglais disent wrap-up, pour emballer tous les webinaires, les 4 webinaires qu'on a déjà faits, Nicolas Giraud, président de la FH, fera une intervention en fin de webinaire. Voilà. Donc maintenant, bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous en cours de route. Et je laisse la parole à Roselyne Doiron, docteur Roselyne Doiron. Merci beaucoup Florence et bonsoir à tous et à toutes et merci de cette présentation. Je suis ravie de partager ce moment avec toutes ces personnes et je vais essayer donc de partager mon écran. Alors donc en fait sur la mesure de la qualité de vie, donc on a souhaité se partager un petit peu ces présentations entre le docteur Guillet et moi-même. Et je vais essayer d'aborder quelques points assez rapidement parce que je sais que Benoît a beaucoup de choses à dire et donc je vais lui laisser la parole assez rapidement après, mais pour planter un petit peu le décor. Alors, voici mes liens d'intérêt. Et donc, dans cette présentation, je vais juste donner quelques définitions et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour mesurer la qualité de vie. Choisir quelques points spécifiques sur les données qui sont existantes, ce que l'on sait. Et comme c'est un petit peu abstrait, j'ai choisi de terminer par quelque chose de très pratique, qui est le cas d'une jeune fille et voir ce que ça veut dire la qualité de vie. Et je pense que avoir un exemple concret, ce sera assez parlant pour voir de quoi on parle. Quelques définitions donc tout d'abord.
Alors, attendez, il faut que je me mette comme ça. Voilà. La qualité de vie, c'est un domaine qui a commencé à émerger dans les années 70 et qui s'est beaucoup ensuite développé dans les années 90. Et une définition est arrivée au sein de l'OMS pour expliquer que que la qualité de vie, c'était donc la perception qu'un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit donc d'un concept qui finalement est assez large et qui peut être influencé de manière assez complexe par la santé physique du sujet, mais aussi son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales et sa relation aux éléments essentiels à son environnement. Alors, ces éléments de qualité de vie, lorsque l'on est face à un problème de santé, on a donc un certain nombre de mesures sur les différentes pathologies. Néanmoins, il est apparu que mesurer l'importance de l'impact de ces pathologies dans la vie quotidienne était une autre façon, tout aussi importante que les données cliniques que l'on pouvait observer et mesurer, mais c'était également quelque chose qui était absolument majeur pour pouvoir avoir une meilleure vue de l'impact qu'on pouvait avoir sur la prise en charge des personnes. Mesurer la qualité de vie, c'est en revanche pas forcément si simple que ça, parce que ça suppose de très bonnes méthodologies et très précises et quelque chose qui est euh, finalement, quand on regarde un petit peu les études, pas toujours réellement le cas. Et même encore aujourd'hui, dans un certain nombre d'études supposées mesurer les impacts sur la qualité de vie, on voit de nombreux biais et on voit que la qualité méthodologique de ces études ne sont pas forcément toujours bien respectées. Et ça souligne en fait le fait que quand on essaye de mesurer la qualité de vie, la plupart du temps, cela est réalisé au travers de questionnaires qui sont donc proposés aux personnes concernées. Et on va essayer de donner une vision qui finalement est assez subjective de la qualité de vie liée à l'état de santé. Donc, par définition, on a d'autant plus besoin, par rapport à des données objectives, cliniques, d'avoir quelque chose qui soit très standardisé et qui soit bien défini avec des périmètres qui soient bien compréhensibles. Donc ça vient bien sûr en complément de l'évaluation des mesures objectives que l'on peut avoir sur des mesures de santé très, très factuelles. Et ça permet donc d'évaluer l'impact de la pathologie, mais aussi lorsque l'on met en place des traitements, d'en mesurer le bénéfice, non pas en se plaçant sur les critères que nous, professionnels de santé, on peut avoir, mais du point de vue de la personne concernée. Et lorsque l'on parle de qualité de vie en lien avec un état de santé, il y a différents périmètres qui s'emboîtent les uns dans les autres. Au début, donc, il y a vraiment le soin qui concerne essentiellement le milieu finalement hospitalier, lorsqu'il y a des soins aigus, mais c'est aussi la mise en route des soins chroniques. On peut parler de qualité en santé, donc là c'est un périmètre qui est un peu plus large, qui va englober également toute la pratique de soins en ambulatoire, y compris donc à domicile et dans les structures beaucoup plus proches de la vie des personnes. Et ensuite, il va y avoir la qualité de vie au sens beaucoup plus large, qui cette fois-ci va faire appel également aux événements qui permettent de prévenir un certain nombre de complications et d'aider à la prise en charge dans le quotidien, notamment par rapport à l'école, par rapport à des relations dans le cadre du domaine du travail, etc. Alors, les outils que l'on utilise, ils ciblent en général différents domaines au travers de ces questionnaires et vont essayer d'évaluer l'impact des pathologies, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, la façon dont les choses sont perçues, à la fois sur un plan émotionnel, sur un plan cognitif, et également des données un peu plus somatiques, comme par exemple la douleur, le sommeil, la perception des symptômes. Et enfin, le bien-être social, notamment sur tous les rapports avec l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement professionnel. Il y a donc plusieurs types d'outils de mesure, certains qui sont applicables finalement à toutes les situations pathologiques, quelle que soit la pathologie, quels que soient les groupes de population concernés. On appelle ça des instruments de mesure génériques, des questionnaires génériques.
Et il y en a qui sont plus spécifiques d'une pathologie ou d'un groupe de pathologies. Et donc, par exemple, dans notre domaine des maladies hémorragiques, on a effectivement des instruments de mesure de qualité de vie qui pourraient être appliqués pour la polyarthrite rhumatoïde ou pour le diabète, et qui peuvent aussi être utilisés pour les maladies hémorragiques. En revanche, on a aussi à notre disposition des outils de mesure qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vont aller rechercher des informations pour lesquelles la symptomatologie hémorragique est vraiment en cause, et donc ce sont des instruments qui sont beaucoup plus spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le domaine des maladies hémorragiques et des femmes et des filles qui sont atteintes de ces pathologies? Donc j'ai choisi quelques petits exemples et notamment sur l'impact que peut avoir la présence de règles abondantes, puisque c'est vraiment le critère, le symptôme princeps qui est le plus impactant de la qualité de vie chez les femmes qui ont une maladie hémorragique constitutionnelle. Donc différents questionnaires dans des revues de littérature, là c'était sur plusieurs articles qui ont été regroupés ensemble afin d'avoir des données sur un ensemble de populations beaucoup plus importantes. Et donc là, sur plus de 1000 femmes au travers de ces 6 études, des questionnaires avaient été utilisés, et donc toutes ces études relèvent que les femmes qui sont atteintes de maladies hémorragiques ont des scores de qualité de vie en lien avec la santé qui sont beaucoup plus bas que les populations contrôlent. Et cela touche particulièrement, et c'est très statistiquement significatif, c'est-à-dire qu'on relève des vraies différences lorsque l'on touche au domaine de la douleur, au domaine de la santé psychique, et également au domaine de la vitalité, sur la capacité à entreprendre, à être actif dans la vie quotidienne. Sur le schéma à droite, là, vous avez un exemple d'une enquête qui avait été réalisée chez des femmes qui avaient une maladie hémorragique constitutionnelle, qui étaient âgées de 15 à 27 ans, et dont à peu près un petit peu plus de la moitié d'entre elles avaient des règles abondantes, ce qui était répertorié avec ce score qui est utile pour mesurer la quantité des règles de façon un peu semi-quantitative, mais qui donne lors de chaque cycle la possibilité de scorer l'abondance des règles. Et on voit que les femmes qui avaient un score plus élevé, donc des règles abondantes, c'est-à-dire un score PBAC supérieur ou égal à 100, en comparaison des femmes qui avaient des scores inférieurs à 100, on voit que l'absentéisme dans les activités scolaires ou dans les activités étudiantes ou professionnelles était plus important. Donc, c'est les 50% d'entre elles exprimaient effectivement ces difficultés. Ça dans cette étude ne touchait pas tellement le sport, mais il y a d'autres études pour lesquelles il y avait une différence entre les femmes qui avaient des maladies hémorragiques versus les autres. Mais ça touchait aussi donc les activités sociales, les activités auprès des amis dans les autres familles. Dans les sleepovers, c'est les soirées pyjama. Alors à 15 ans, je suis pas sûre que ce soit encore le cas. Et aussi les activités, donc les possibilités de voyage. Dans le cadre d'autres évaluations qui avaient été réalisées un peu plus récemment, il y a eu toute une enquête qui a été réalisée auprès de plus de 700 femmes en Europe, issues de plus de 32 pays. Cette enquête a été réalisée par l'EHC, qui est donc l'European Hemophilia Consortium, qui regroupe différents pays et donc les associations de patients dans différents pays en Europe. L'âge médian du diagnostic était donc très élevé, et en mesurant l'impact sur la vie courante, on retrouvait des impacts significatifs sur plusieurs domaines qui avaient été étudiés. Et dans cette enquête avait été abordé non seulement le côté impact sur la vie, sur la santé physique. Alors, la publication de cet article, malheureusement, n'était pas vraiment en couleur, donc c'est un peu compliqué à suivre. Grosso modo, il faut voir le dessus des graphes, ceux qui sont en noir ou juste un tout petit peu au-dessus. Et donc ça correspond à ceux qui vont impacter le plus. Et on voit qu'un certain nombre de ces femmes rapportent des impacts importants sur leur activité dans la vie courante, dans la vie active, et dans leurs relations avec leurs amis ou dans leurs relations dans leur famille ou de leurs relations sociales, et également impacter également leurs choix familiaux, notamment d'avoir des enfants, puisque presque
25% d'entre elles rapportaient un impact majeur sur la décision de débuter ou non une grossesse, voire même de choisir de ne pas avoir d'enfant à cause de leur pathologie hémorragique. Et dans cette étude, on relevait vraiment l'importance de ce symptôme saignement utérin abondant qui touchait un peu plus de la moitié des personnes interrogées, qui étaient donc diagnostiquées avec une maladie hémorragique constitutionnelle. Et le symptôme qui impactait le plus parmi l'ensemble des symptômes était vraiment ces saignements utérins. Et c'était vraiment très présent dans la description de leurs complications. Il était également décrit qu'être suivi dans un centre permettait 2 fois plus souvent d'avoir l'opportunité d'avoir un traitement adéquat, soulignant l'importance d'un traitement et d'une prise en charge. Alors on sait que les caractéristiques chez les femmes qui ont des maladies hémorragiques, il y a très souvent des retards à l'identification de leur maladie hémorragique et donc à la mise en place du traitement. Que les symptômes qui touchent donc surtout la sphère génitale, donc les règles ou les périodes de grossesse ou les périodes d'accouchement ou après les accouchements, donc sont particulièrement à risque hémorragique chez ces femmes et donc ça impacte fortement beaucoup de domaines et que un gros déficit de la prise en charge revient avec le manque de connaissances à tout niveau, non seulement au niveau des familles, mais aussi des professionnels de santé non spécialistes. Et je voudrais donc insister, indépendamment des difficultés diagnostiques, du fait que, de façon très collective et d'une façon, finalement, l'ensemble de notre communauté a tendance à sous-estimer la sévérité, la fréquence et l'impact des saignements, et en particulier des saignements liés aux règles abondantes, sur la qualité de vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que on ne sait pas bien l'évaluer et je pense qu'un des gros points de ce déficit de diagnostic est lié en fait à la situation que les professionnels de santé ne reconnaissent pas l'impact que ça a sur la qualité de vie. Donc tout ça est assez finalement abstrait sur des données et je voudrais dans la dernière partie de cette présentation juste raconter le cas d'une jeune fille qui a saigné pour la première fois à l'âge de 8 ans après une extraction dentaire. À 12 ans et demi, elle a eu ses premières règles dont rétrospectivement on a pu évaluer qu'elles étaient en réalité extrêmement abondantes et impactant considérablement son quotidien, mais qui à l'époque n'avaient pas du tout été repérées comme étant anormales. C'était à l'origine d'un absentéisme scolaire répété et à chaque cycle, au moins 2 ou 3 jours par cycle. Elle avait des douleurs abdominales très importantes. Elle dormait très mal la nuit car elle était obligée de se réveiller, autrement elle avait sa literie qui était toujours tachée de sang. Elle rapportait également beaucoup de fatigue en lien avec ces épisodes menstruels. Et sa maman s'était pas beaucoup inquiétée puisque finalement elle avait eu exactement la même chose, donc elle n'avait donc pas repéré, comme souvent cela peut être le cas, qu'il y avait une anomalie sur la présentation des règles chez sa fille. Les choses continuent, elle n'en parle pas à son médecin généraliste ni à son pédiatre. À 14 ans, on lui prescrit des médicaments pour un asthme d'effort. En réalité, je pense qu'elle avait déjà une anémie qui était apparue et qu'effectivement, ses performances musculaires et physiques lors des activités physiques étaient fortement amoindries par cette anémie. Elle n'avait pas du tout d'asthme, d'ailleurs elle n'en a plus du tout maintenant que son taux d'hémoglobine est correct. Mais ça a quand même conduit à arrêter le sport à l'école. Puis ensuite, elle a quand même eu un malaise qui a conduit à la découverte d'une anémie et d'une carence en fer. À ce moment-là, elle a pu recevoir une supplémentation en fer, ce qui a dû permettre de corriger déjà un peu son anémie et de rendre cette difficulté respiratoire à l'effort moins présente. Mais on n'a toujours pas reconnu qu'elle avait une maladie hémorragique. Ça n'est qu'à 16 ans et quelques mois qu'on a retrouvé que oui, effectivement, elle a des règles abondantes qui ont pu être reconnues comme étant anormalement abondantes. À ce moment-là, on lui a prescrit des antifibrinolytiques, donc l'acide tranexamique, à très faible dose, parce qu'il y a toujours beaucoup de crainte dans le milieu pédiatrique de prescrire des fortes doses d'acide tranexamique. Donc les doses qu'elle a reçues étaient insuffisantes pour pouvoir permettre de contrôler l'abondance des règles. Et donc finalement, un gynécologue a prescrit une pilule qui a été débutée quelques semaines après le début de l'exacile.
Et ça n'est qu'à 16 ans et demi qu'elle a son premier test de coagulation réalisé, qui montre une anomalie des tests standards de coagulation, le test qu'on appelle le TCA, qui a conduit donc à explorer un peu plus loin sa coagulation et qui a retrouvé le fait qu'elle avait un facteur 8 qui était abaissé à 25%. Et elle était finalement adressée, un petit peu avant l'âge de 17 ans, à une consultation d'hémostase spécialisée, donc pour la coagulation, où là, des tests spécialisés complémentaires vont permettre d'aller au diagnostic définitif. On voyait bien qu'elle n'avait pas de maladie de Willebrand, donc on était très orienté vers quelque chose qui tournait autour de l'hémophilie A, et le gène qui a été étudié chez elle a pu mettre en évidence qu'elle avait effectivement une anomalie génétique sur le gène qui permet de fabriquer le facteur 8 et que sa mère avait exactement la même mutation. Et on a donc diagnostiqué chez sa mère aussi, qui était donc conductrice d'hémophilie A sévère, que très probablement sa maman avait dû avoir à l'adolescence le même parcours et probablement des taux de facteur 8 qui étaient plus abaissés. Elle a eu un premier test de coagulation à l'âge de 47 ans, avec un dosage de facteur 8 qui était normal, mais probablement surestimé, parce qu'elle a un discret surpoids et qui peut contribuer à un syndrome inflammatoire qui fait monter un petit peu le facteur 8. Mais je pense qu'elle avait très probablement un facteur 8 qui était abaissé quand elle était jeune. Voilà, donc on a donc une maman et sa fille qui sont toutes les deux conductrices d'hémophilie, qui ont eu un temps d'errance avant d'arriver au diagnostic qui était donc très important. Et c'est pas fini. Une fois qu'on a un diagnostic, il faut aussi continuer à suivre et à surveiller. En l'occurrence, cette jeune fille a eu une mauvaise tolérance du traitement hormonal, ce qui a conduit avec des vomissements qui étaient très handicapants, d'où le fait qu'elle n'arrivait plus à les prendre très régulièrement. Et donc, elle a eu à nouveau des règles abondantes, alors que l'initiation de la pilule avait été pourtant très efficace. Et finalement, c'est juste un petit peu avant 18 ans qu'elle a été mise à l'acide tranexamique à dose correcte pour arriver finalement à avoir une stabilité de la prise en charge. Donc on voit bien que le diagnostic, il est toujours un petit peu, il y a différentes étapes, c'est pas juste un moment on-off et on a tout ce qu'il faut, il y a tout un processus. Mais quand on regarde l'impact que ça a eu sur sa qualité de vie, c'est vraiment important et on peut faire quelques petits calculs et on regarde qu'entre les premiers symptômes qu'elle a eus, saignement à 8 ans après une extraction dentaire, et la reconnaissance du fait qu'elle avait une anomalie de la coagulation qui était à l'origine de saignements utérins abondants, il s'est passé presque 8 ans, c'est-à-dire un petit peu moins de 4 ans après les premières règles abondantes. Et si vous multipliez qu'à chaque cycle, elle a eu à peu près 2 ou 3 jours d'absentéisme scolaire, et que vous faites le calcul pendant toutes ces années d'errance, vous voyez qu'elle a eu à peu près 450 jours de traitement, de jours avec des saignements, et un absentéisme scolaire qui, au total, sur l'ensemble de cette période, a atteint 140 jours. Donc, c'est ça l'impact dans le quotidien de ce que peut représenter une maladie hémorragique, d'où l'importance de tout faire, comme les webinaires de ce soir, pour essayer de sensibiliser tout le monde à l'importance d'un diagnostic précoce, afin de mettre en place précocement tous les aides et les soutiens possibles que l'on va pouvoir mettre en place afin d'améliorer la qualité de vie des femmes qui ont une maladie hémorragique. Alors, le diagnostic peut prendre du temps, mais il y a aussi des solutions et il est important également de dire que dès qu'on a reconnu qu'il existe une maladie hémorragique, des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des traitements très généraux, applicables à toutes les maladies hémorragiques, peuvent déjà améliorer considérablement la qualité de vie. Et c'est le cas avant qu'on ait un diagnostic précis. L'acide tranexamique est extrêmement efficace sur les règles abondantes, que l'on soit porteur d'une maladie de Willebrand, que l'on ait un statut de conductrice d'hémophilie ou que l'on soit atteint d'une pathologie plaquettaire. Ça marche dans les différentes pathologies. Donc, c'est important aussi d'expliquer que pour ces jeunes filles ou pour les femmes ou pour leurs familles, on a des solutions qui permettent d'être implémentées même quand on n'a pas encore le diagnostic totalement précis. Juste rappeler les données de France Coag. Donc, vous savez que c'est notre outil au sein de notre filière de santé maladies rares en France, où on inclut les personnes qui sont atteintes de maladies rares hémorragiques. Il y a presque un petit peu plus de 12 000 personnes qui sont incluses, dont un petit peu moins de 3 000 femmes. Alors même si dans le cadre de l'hémophilie A ou B, il y a bien sûr beaucoup plus d'hommes que de femmes, on sait qu'il y a des femmes qui peuvent être conductrices, mais l'ensemble des autres maladies hémorragiques sont également probablement sous-rapportés dans cette cohorte, indiquant bien l'effort qu'il reste encore à faire pour pouvoir les prendre en charge, les repérer, les reconnaître et mettre en place les traitements.
la qualité de vie et la mesure de la qualité de vie, c'est un des objectifs des registres, que ce soit des registres nationaux ou des registres internationaux, et ça correspond à l'un des principes de traitement qui a été élaboré au niveau européen par des professionnels de santé pour améliorer la santé des femmes avec maladies hémorragiques rares. Et j'en terminerai là avant de laisser ensuite la parole à Benoît. Remercier donc toute l'équipe de Bicêtre, l'ensemble de la filière de santé maladie hémorragique MEMO, avec les 3 centres de référence, et également les groupes de cliniciens au sein de la COMET, qui est notre société savante en France, sur les maladies hémorragiques, qui est particulièrement intéressée sur la prise en charge des femmes, dont Benoît Guillet qui va vous parler maintenant. Et tout ça ne serait pas possible sans une collaboration sans faille avec la commission femmes de l'AFH qui s'est beaucoup enrichie depuis le début de notre collaboration. Je vous remercie. Merci, c'est très très riche ce que vous avez pu nous présenter ce soir et ça permet d'insister sur le fait qu'il ne faut pas négliger l'impact des MHCR sur la vie quotidienne, et même si à l'heure actuelle c'est sous-estimé d'après ce que vous nous avez présenté. Donc maintenant, je cède la parole à Benoît Guillet qui va nous partager son écran. Je vais mettre mon écran en partage. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vais le mettre en diaporama. Hop. Merci beaucoup de m'avoir invité à essayer de vous présenter quelque chose sur comment améliorer, parce que le challenge est assez compliqué finalement en venant dessus. Il y avait plusieurs façons d'aborder les choses sur comment améliorer la qualité de vie des filles et des femmes vivant donc avec une MHCR. J'ai eu le temps de corriger, de mettre le R sur tous les MHC. Merci Roselyne de ta présentation. Alors sur la nomenclature, il y aura encore quelque chose à dire, mais bon, je te laisse. D'autant plus que pour moi, la MHC vis-à-vis de nos ARS, en fait, c'était chronique. Et donc, pour l'ETP, c'était une autre discussion. Donc, comme vous a présenté Roselyne, en fait, vous voyez bien, l'évaluation correcte de la qualité de vie d'une personne est souvent difficile. Et si on veut l'évaluer sur des questionnaires, mais qu'est-ce que signifie une qualité de vie pour une personne et puis pour une autre sur des mêmes questions, avec des préoccupations différentes. On peut comparer des adolescentes avec des femmes de 50 ans. Elles vont avoir donc des préoccupations différentes également. Et donc, sa propre qualité de vie peut également être difficile à exprimer clairement. Comment je peux exprimer ma propre qualité de vie, comment je peux dire je vais bien ou non, ça ne va pas, et comment l'exprimer. Pourtant, aider à la meilleure qualité de vie possible est un objectif prioritaire des soignants, et c'est très souvent compliqué. On est souvent bloqué par le temps qu'on a consacré, par la consultation, mais même hors consultation, et c'est souvent très, très difficile à définir. Et donc, comment améliorer la qualité de vie des femmes avec MHCR? Finalement, je me suis dit, on va essayer de regarder ce qui existe déjà, ce qui est déjà en place, des choses importantes dont un grand nombre de choses ont été présentées par Roselyne, et ce qu'il faudrait améliorer avec quelques pistes. Je me permets j'ai essayé de pousser la réflexion pour essayer d'arriver sur quelques pistes qui sont peut-être pas bonnes, mais qui peut-être sont intéressantes dans la réflexion. Et donc, je me suis dit, on va essayer de voir sous 3 angles: l'organisation et la personnalisation des soins, l'information et la compréhension, et puis pour arriver à cet empowerment qui est à mon avis essentiel, et puis l'aide psychosocio-professionnelle. Alors, il y a pas mal de points dans ces éléments-là, à part le premier, mais il y a pas mal de points où les hématologues, donc des CRC, et si on parle par exemple des règles abondantes, c'est pas notre spécialité, donc on peut être en difficulté, mais on peut redresser ça par des contacts, par des relais. Mais c'est exactement pareil pour l'aide psychosociale. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des assistants sociaux, donc c'est important d'être entouré. Et c'est pour ça qu'il y a cette organisation des soins en réseau régional, que vous connaissez bien, pour les patientes atteintes d'une MHCR. Donc, ce sont des centres spécialisés qui sont liés à la filière maladies rares, MEMO, avec une coordination centralisée. Alors, il y a un maillage du territoire, donc je vous ai montré à gauche la carte de la France, où chaque
goutte correspond finalement à un centre référent, un centre de prise en charge des maladies hémorragiques, j'allais dire chroniques constitutionnelles rares, et avec des liens avec la FH et les comités régionaux quand ils peuvent fonctionner. Et puis également des liens très forts sur notre territoire, puisque finalement on le connaît bien avec les professionnels de santé, PDS, professionnels de santé, libéraux et hospitaliers. Et donc le centre spécialisé est au centre du réseau, donc il a vraiment donc le bon terme de centre, et il doit mettre en relation les patientes avec différents spécialistes référents. Alors, si on l'applique donc à la spécificité, donc femme, donc évidemment c'est gynécologue, mais pas n'importe quel gynécologue. Il faut essayer de tisser des liens avec des gynécologues avertis, donc comme MHCR. Alors ces gynécologues, ils sont formés à la gynécologie, donc c'est à nous d'avoir des contacts avec eux et de les former. Et puis, en retour, ces gynécologues vont aussi nous apprendre énormément de choses par rapport à que faire devant des saignements, devant des problèmes gynécologiques. Des gynécologues spécialisés aussi pour des adolescentes. Alors, ça peut être des gynécopédiatres ou des gynécologues qui se sont plus spécialisés avec les adolescentes. Ça aussi, c'est un point qui est très, très important pour, pour la période des premières règles en particulier et avant la période qui précède les premières règles. Et puis les obstétriciens, ne les oublions pas, et les sages-femmes qui sont extrêmement importantes aussi. Et puis, j'ai mis les anesthésistes, je ne sais pas pour la qualité de vie, si, pourquoi pas, pour la péridurale. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des discussions. Quand vous avez un anesthésiste qui stresse moins, je pense que vous le ressentez et que vous êtes moins aussi stressé. Donc là aussi, ça fait partie de la qualité de vie. C'est OK, j'ai affaire à un anesthésiste ou un chirurgien qui s'est mis en relation avec le centre, qui a l'air d'être bien au courant. Donc, je pars tranquille. Les dentistes, c'est compliqué d'être en contact avec tous les dentistes de ville, donc il faut pouvoir centraliser un petit peu les choses là aussi. Et on a des centres de soins dentaires, peu importe comment on l'appelle, les différents centres hospitaliers. Et donc, dans nos CHU, on a des centres de soins dentaires. Il ne faut pas voir toutes les personnes dans cette structure-là, mais cette structure-là a aussi la charge de former les futurs dentistes de ville. Et donc, au fur et à mesure des années, on retrouve des dentistes qui ont été formés et qui nous connaissent, et on a des contacts assez rapides. Les généticiens et puis bien d'autres spécialités sont en contact. Alors pour la personnalisation des soins, alors elle est essentielle pour essayer d'améliorer la qualité de vie. Je ne vois pas trop bien comment on peut faire améliorer une qualité de vie si on ne personnalise pas le soin. Et donc cette personnalisation, avant tout, elle repose sur la qualité de cette relation des patientes et des professionnels de santé. Et moi, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est la confiance. D'essayer que la personne se sente en confiance et pour pouvoir échanger. Et puis un autre élément qui peut être extrêmement compliqué à assurer, ce sont des temps suffisants d'échange et d'écoute, mais pas que présentiel. Il faut pouvoir prendre son téléphone et pouvoir échanger, prendre le temps. Ce qui fait qu'on est, et Rosine connaît bien ça, qu'on peut être souvent en retard à des réunions parce que ça peut être des échanges sur lesquels il faut faire très attention. Et la possibilité ensuite de recontacter facilement le centre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est surtout de ne pas hésiter. Il y a une question, il y a un problème, j'essaye de contacter le centre. Sur quel support pour cette personnalisation? Je vous disais, il y a la continuité des soins, bon, mais ce n'est pas suffisant, il faut un suivi adapté. Donc là, je vous ai fait un petit paragraphe un peu embêtant à lire sur une diapo, mais je voulais tout condenser parce que je ne voulais pas rendre vraiment précis. En fait, pour pouvoir tout dire, en fait, je suis obligé d'aller vite sur certains aspects, et notamment les premières consultations pour une femme qui peut avoir une MHCR, c'est dès la petite enfance. Puis prévoir un suivi qui est resserré avant et au moment des premières règles,
et à l'adolescence, pendant et après la grossesse. Donc, au moins au 6e mois, c'est une étape très importante aussi pour déstresser, hein. Il y a, quand on se sent bien pris en charge, je le répète, il y a un moment où on déstresse et puis on prend plus facilement son téléphone. Puis postpartum, donc après la grossesse. Et puis régulièrement, et c'est la difficulté, c'est comment je fixe mon rythme de suivi, comment je l'adapte en fonction des difficultés. On ne va pas demander à des gens de venir trop souvent parce que trop, c'est trop s'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais s'il y a vraiment quelque chose à voir, il faut vraiment que ça soit fait. Donc la difficulté, elle peut être là, c'est de définir ce rythme de suivi qui peut changer d'ailleurs au fur et à mesure de l'âge. Donc un rythme régulier, mais personnalisé. Donc c'est pas toujours très facile avec des emplois du temps de tout le monde, hein, des patientes, des professionnels de santé. Il y a la nécessité aussi de la compréhension des besoins exprimés. Parce que déjà, c'est peut être difficile à exprimer, mais il faut déjà aussi qu'on puisse le comprendre et de faire l'effort de le comprendre. Et puis avec des temps dédiés suffisants pour l'échange, avec des possibilités de recontact à distance. Et donc, il y a un élément qui est vraiment important, et donc, que je répète sur cette diapo, c'est vraiment inciter à appeler le centre s'il faut régler un problème ou même pas régler un problème, c'est de discuter, d'avoir un conseil, quelle que soit la demande, et pas que pour les urgences. Donc, il vaut mieux en parler et tenter de régler le problème tôt plutôt que de ne pas oser et arriver à une situation médicale, psychologique ou socio-professionnelle compliquée où ça peut être un peu tard. Mais du coup, il faut y penser quand on est chez soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on retrouve régulièrement cela dans les MHCR où tout peut bien se passer pendant plusieurs mois, et puis tout à coup, à cause de saignements, ça s'aggrave. Et le problème, c'est qu'on peut ne pas avoir pris l'habitude d'appeler le centre parce qu'avant ça allait bien et qu'on n'avait pas cette habitude. Donc, il faut vraiment pas hésiter. On est là pour ça. Il faut qu'on puisse en discuter et essayer de voir ce qu'on peut faire. L'idéal serait de ménager un temps dédié. Alors, je le lance comme ça, mais c'est très, très optimiste. Par exemple, de fixer 2-3 heures sur une après-midi, ou plutôt que ça soit une plage de consultation, mais que c'est plutôt une plage de réservée à des échanges sans urgence, mais de conseils tranquilles, de discussions. Donc, ça peut être par téléphone, physiquement ou par visio. Mais toujours, hein, ces problèmes de planning surchargé qui peuvent être stressogènes. C'est un peu la difficulté, ça arrive parfois où il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de discuter, de pouvoir d'écrire, et qu'on est pris par le temps, la consultation qui pousse, et qu'on rate ce moment-là. Et donc là aussi, il y a certainement quelque chose à faire. Donc il faut trouver la solution. Alors, lutter contre le retard au traitement, Roselyne en parlait tout à l'heure. Alors, c'est ce retard au traitement anti-hémorragique qui peut être en rapport avec l'errance diagnostique, hein, l'errance importante qu'a connue la jeune fille tout à l'heure, présentée par Roselyne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà un diagnostic des MHCR et qui a quand même un retard au traitement. Et donc, la situation est encore trop fréquente. Alors, le retard, il peut être lié à la personne elle-même, à la patiente ou au patient, hein, ou aux professionnels de santé qui peuvent faire tarder un petit peu la prise en charge anti-hémorragique, et qui peut augmenter donc, ce stress, cette inquiétude. Et donc, cette source de stress, de mal-être important, avec une perte de confiance, de sérénité, d'inquiétude, avec possiblement la sensation d'avoir cette épée de Damoclès. Alors, étant un homme, donc évidemment, je n'ai pas de ces soucis gynéco, mais j'imagine que quand ça revient tous les mois avec des saignements importants, j'imagine qu'il doit avoir un stress très, très important avant même que ça arrive. Donc, vraiment une très mauvaise qualité de vie, très certainement. Alors, le combat, il est d'abord préventif. C'est toujours bien d'essayer de prévenir que guérir. Et ça passe par l'information, la compréhension, l'empowerment, on en parlera plus loin, la formation surtout des professionnels de santé, et puis d'essayer de travailler au niveau des graines qui sont plantées, donc des étudiants en santé,
sur les MHCR, mais pas que sur les MHCR. Je pense que ça concerne quelque chose de plus large et ça concerne la relation de soins et l'ETP. C'est vraiment aider nos plus jeunes étudiants en santé à comprendre et à faire intervenir donc des patients enseignants hein, aussi dans les facs et dans les écoles de santé. La continuité des soins, évidemment, c'est important. Des antennes régionales de soins pour les MHCR. Tiens, j'ai oublié le R ici. Ça, c'est un point important. Ce sont des relais de proximité. Par exemple, en Bretagne, on a ces relais de proximité qui sont à Saint-Brieuc, l'hôpital Saint-Brieuc, l'hôpital de Vannes, l'hôpital de Lorient. Et on sait que sur place, il y a des gens qui connaissent la maladie hémorragique, ils ne sont pas spécialisés, mais ils savent tout de suite s'il y a un souci, quand je dis des gens, des collègues, qui nous contactent. Donc, on ne perd pas de temps sur ce retard au traitement. Et puis, la possibilité de revenir ensemble sereinement avec patientes et professionnels de santé sur ces événements hémorragiques. Il faut absolument revenir sur ces problèmes-là qui ont pu se passer aux urgences ou un saignement qui n'a pas été pris en compte pour pouvoir essayer de comprendre et essayer de régler les choses pour la personne elle-même, mais aussi c'est parce que peut-être il y a un problème sur le réseau et qu'il faut le régler pour tout le monde. Alors, une chose qui est importante, c'est l'attitude des professionnels de santé doit être non culpabilisatrice. On peut tous faire des bêtises ou prendre du retard sur son soignement, sur son traitement, pardon. Il n'y a pas une raison de maltraiter les gens et donc il faut vraiment accompagner sans jugement. Et ça se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est un discours pour les professionnels de santé, hein, et ça se passe beaucoup mieux. Et après, les gens d'autant plus appellent. Ils appellent et donc quand il y a un problème. Alors, lutter contre l'errance diagnostique. Alors, on peut ici résumer par deux principes. Le premier, c'est tout saignement anormal doit être convenablement exploré. C'est pas simple, hein, c'est pas simple à faire passer l'information par exemple aux médecins généralistes. Donc, ça passe aussi beaucoup par la formation initiale. Toute maladie hémorragique chronique comme deuxième principe, donc là aussi, tiens, MHCR, nécessite une enquête familiale qui est adaptée au mode de transmission héréditaire. Donc, c'est important quand on va avoir des modes de transmission qui vont être différents en fonction de la maladie hémorragique. Et c'est important de travailler ensemble sur l'arbre généalogique de manière à indiquer qui devrait nécessiter de ce bilan et d'inciter à le faire. Et de temps en temps, on soulève parfois des lièvres, effectivement, avec des jeunes femmes qui décrivent des règles abondantes ou des saignements très prolongés après grossesse. Et donc, on arrive là manifestement trop tard. Alors, il y a des outils à entretenir et développer sous différents formats. Donc, il y a les cours, les ateliers, les focus, des échanges pratiques interdisciplinaires. Donc, je vous disais, il y a la formation des professionnels de santé de premier contact, je dirais. Donc, ceux qui sont vraiment en première ligne. Donc, les généralistes, les infirmières libérales, c'est important aussi de les sensibiliser à ça, les infirmières scolaires, les urgentistes, les gynécos, les anesthésistes, la formation des étudiants en santé. Mais c'est compliqué d'intégrer l'éducation sur les maladies rares au niveau d'une fac de médecine, alors qu'il y a tellement d'autres choses à apprendre. Donc, il faut pouvoir intégrer ça dans leur cursus. Et puis, les informations délivrées par l'association, évidemment, c'est vraiment essentiel. Le travail que fait la commission femmes de l'AFH, ça aussi, c'est important. Et puis, les informations délivrées par les filières et les plateformes maladies rares. Je voudrais mettre également un dernier point sur la recherche, qui, à mon sens, est nécessaire de continuer à développer pour toujours, hein, je suis toujours sur l'intérêt de la qualité de vie. Alors, il y a la recherche thérapeutique et la recherche classique qui va rechercher l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et puis l'amélioration de la lourdeur de certains traitements anti-hémorragiques. Tout ça, ça participe aussi à faire améliorer donc une qualité de vie. Quand on a un meilleur traitement, plus sûr, ça aussi, on a une meilleure qualité de vie. Mais encore faut-il qu'on nous le dise. Donc, c'est important aussi que les professionnels de santé expliquent que l'amélioration des traitements et comment on peut les utiliser. Mais c'est aussi important de voir ce qui se passe dans les autres pathologies.
qui vont servir aussi aux maladies hémorragiques chroniques. Là encore, il manque le R. J'ai pris l'exemple, c'est par exemple des femmes qui ont d'autres causes de saignement que des maladies hémorragiques constitutionnelles, pardon, rares, et qui prennent des anticoagulants et qui peuvent avoir des saignements gynéco ou qui peuvent avoir une chirurgie. Et donc, ces patientes-là sont plus fréquentes par définition que les personnes qui ont une MHCR. Et donc, on peut regarder un peu ce qui s'y fait et qu'est-ce qui fait qu'elles vont avoir des règles abondantes et discuter éventuellement avec des gynécos qui connaissent la situation. On arrive évidemment sur ce que vous présentez tout à l'heure, Roselyne, donc il y avait 2 études, c'est recherche qualitative sur la qualité de vie et les modes de vie avec une MHCR. Et puis la recherche dans les domaines psychosociaux-professionnels, on voit depuis quelques années quand même apparaître quelques études comme ça qui apportent quelque chose. Alors c'est le général, mais ça apporte aussi quelque chose au niveau du particulier, au niveau individuel. Ce sont des études importantes, des études anthropologiques qui vont être aussi essentielles. Et c'est vrai qu'il y a, ça serait bien que tout le monde essaye d'y participer au maximum, que ce soit les professionnels de santé, bien sûr, mais surtout le maximum de patients. Il y a le domaine de l'information, de la compréhension, et je l'ai changé, j'ai enlevé assertivité, c'était empowerment. Donc pour l'information, on a tout ce qui est information orale, écrite, en consultation, avec des supports dédiés qui sont vraiment très bien faits. C'est important parce qu'il y a des explications qui sont souvent claires et précises, mais il y a des possibles difficultés avec ce type de support, c'est y avoir accès. Donc ne pas savoir que cette information est disponible déjà, ne pas oser demander, et puis manquer de temps pour lire toutes ces brochures. Et le plus souvent, quand on les regarde comme ça, ce sont des supports descendants, quand il n'y a pas d'interactivité. Et donc, elle peut être délivrée sans possibilité de questionner. Il y a forcément une brochure, on ne questionne pas une brochure, on n'a pas la réponse. Et l'information est généralisée et peut-être insuffisamment individualisée. Et donc, c'est important de reprendre ces brochures. Je sais que c'est un travail que mène l'AFH, bien sûr. C'est d'utiliser ces supports d'information dans le contexte particulier de chaque personne. C'est de prendre encore le temps d'échanger après lecture. Alors, c'est d'arriver à la compréhension, et puis donc la personne qui comprend les éléments importants et utiles sur sa MHCR va les intégrer plus facilement à sa propre situation. Mais aussi les professionnels de santé, quand ils comprennent bien cette personne et sa situation propre, ça va être beaucoup plus simple. Et donc il y a une phrase, j'ai mis en bleu, j'aime bien, il n'y a que 4 mots, mais elle est longue, la phrase, c'est « je sais que tu sais que je sais que tu sais ». Et donc ça, c'est pas simple de savoir ce que la personne sait déjà, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la personne a vu qu'on a compris. Et donc, il y a tout un travail sur l'exploration des représentations, c'est très chronophage, et des croyances en santé aussi propres à chacun. Ça, c'est important, à mon avis, pour aider à améliorer la qualité de vie. L'éducation thérapeutique aussi, bien sûr, que je décrirai pas là. Et puis la prise de décision partagée. Je vais en dire un petit mot, un tout petit peu, parce que la prise de décision partagée, elle pourrait être appliquée dans des traitements spécifiquement pour les femmes avec MHCR. C'est par exemple le type de traitement hormonal pour des ménorrhagies. Ou alors le procédé médical, excusez-moi, je ne vois pas la partie droite, ou d'un procédé médical, par exemple, quel serait le choix donc sur un diagnostic préimplantatoire ou un diagnostic prénatal et une interruption thérapeutique de grossesse. Ça aussi, tout ça, c'est des sources de stress. Et la prise de décision partagée, elle permet par des échanges réciproques et des explications réciproques de chacun, quand je dis chacun, c'est patiente, professionnel de santé, de pouvoir comprendre que l'autre a compris et de pouvoir statuer. Et cette fois-ci, c'est plus le professionnel de santé qui choisit, c'est la patiente. La compréhension, ça amène à l'empowerment,
l'autonomisation, je vais y arriver, c'est ce savoir en capacité, grâce à ses connaissances et ses expériences, de pouvoir agir justement pour soi en toute situation, voire pour les autres. Alors, ça apporte de l'estime de soi, une capacité à rebondir, à franchir sur les obstacles, donc ça, c'est la résilience, la sérénité face aux difficultés, et puis l'assertivité qui va permettre aussi d'apaiser les tensions. Il y a un point qui est important, c'est que plusieurs expérimentent, c'est le contexte des urgences, qui peut parfois très mal se passer. Et donc, c'est d'avoir la possibilité d'expliquer sa maladie hémorragique. Et si c'est une maladie hémorragique rare, forcément, en face, les professionnels de santé peuvent être en difficulté puisqu'ils la connaissent beaucoup, beaucoup moins. Donc, tout ça sont des facteurs importants de qualité de vie. Je terminerai sur la partie de l'aide psychosocio-professionnelle. Je terminerai rapidement parce que je ne suis pas spécialisé, mais ce qui est important, c'est d'arriver à diriger les patientes vers ces professionnels-là, psychologues, assistants sociaux. Et là, il peut y avoir une place aussi importante du vécu expérientiel, si je puis dire, donc à l'aide les PPR, et puis des associations, bien sûr, et PPR. Et puis, il faut intégrer ces dimensions dans nos séances d'éducation thérapeutique pour avancer. Sur le plan professionnel, il y a toutes ces aides qu'il faut essayer de soutenir et limiter aussi ces difficultés liées à la MHCR sur la profession, sur le choix de la profession ou la poursuite de la profession. Sur l'école, vous connaissez tous le PAI, bien sûr, mais il peut être insuffisant. Il peut être insuffisant parce qu'on a toute une petite case à remplir et donc c'est pas assez, et puis c'est écrit, donc c'est très descendant. On peut écrire un certificat médical, c'est bien, on décrit un peu plus, mais là aussi c'est descendant et on ne sait pas si ça sera lu de l'autre côté, donc au niveau de l'école, et donc on peut provoquer des rencontres avec des enseignants et des infirmières scolaires ou d'amener une action personnalisée. Elle ne peut être que personnalisée car par définition, la MHCR, c'est rare, et il y a peu d'écoles qui accueillent déjà un enfant ou une enfant avec MHCR. Les premiers médicaments de secours à l'infirmerie, finalement, même s'ils ne serviront pas, ils vont rassurer tout le monde. Et puis des orientations et apprentissages professionnels discutés suffisamment tôt dans le cursus scolaire. Enfin, il y a tout le travail à faire sur les sports, les voyages, et ce que j'appelle les petites tortures esthétiques qui peuvent nous perturber, nous, parce que certaines quand même peuvent faire saigner. C'est les boucles d'oreilles et les piercings et tatouages. Donc en conclusion, je résume très très vite tout ce que j'ai dit, c'est que la qualité de vie est souvent difficile à appréhender, car elle est difficile à évaluer et repose sur des ressentis en fait très hétérogènes entre les personnes. Et pourtant, c'est aussi des objectifs majeurs de la prise en charge médicale pour les MHCR. Et il existe différents leviers, la base de soins, solide, organisée, continue, l'information claire qui amène à la compréhension et l'empowerment, et enfin le soutien psychosocio-professionnel. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guillet. Alors maintenant, si on reprend le programme, il est prévu. Alors, c'est moi qui présente la suite de l'atelier. Voilà, c'est ça, très bien. Merci beaucoup, Maryse. Donc, la suite du travail, on va travailler en sous-groupe. On va être répartis de façon aléatoire dans des salles. Donc, on ne peut pas choisir avec qui on va être. Et puis, on va vous poser 2 questions. La première, c'est quelles sont les répercussions de la MHCR sur votre vie quotidienne? Tu peux partager le document, s'il te plaît? Et puis, une deuxième question qui sera les choix de vie que vous avez dû modifier, les répercussions sur vos choix, sur vos projets de vie. Donc ça, c'est nous qui allons écrire. On a assez d'animatrices pour se mettre dans les groupes. Et donc voilà. Ok, c'était nous, on a eu quelques échanges. Je ne sais pas pour l'autre groupe, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Oui. Bon, ok.
On partage lequel pour compléter? Alors, moi, je l'ai en format PDF, donc je ne vais pas pouvoir le compléter en même temps. Ah, Ah oui, des tableaux blancs, une fois qu'ils sont enregistrés, de toute façon, on ne peut pas y réécrire dessus. d'accord. Non, mais après, on fera le cumul des deux, c'est pas gênant. Ok. J'affiche le mien, du coup? Oui. Allez. Hop. Tac. Alors, partager. Whiteboard. Alors, voilà ce qu'on a. Voilà. Ce qu'on a noté, alors du coup, on a manqué un petit peu de temps. Il y a eu des petits soucis techniques au démarrage. Du coup, on a coupé en 4 le tableau. Donc, pour les répercussions sur la vie quotidienne, on a parlé des problèmes de règles avec une peur anticipée de leur arrivée, de la gestion de l'accouchement. La précarité menstruelle, la question du changement, donc d'un éventuel changement dans les traitements avec des changements de traitement, donc un arrêt de pilule et la reprise des saignements qui peut entraîner des arrêts de travail ou encore des absences scolaires à cause de la gestion des règles hémorragiques. La fatigue avec du coup une anémie et puis des saignements assez importants et de nombreux hématomes visibles. Donc, à chaque fois, on a discuté des petits changements de stratégie. Donc, pour l'appréhension, donc bien prendre des mesures avant les règles et l'accouchement, notamment mettre à jour ses examens. On a abordé donc la question des changements de traitement. Donc, il faut signaler qu'on a ces difficultés-là parce que si on ne le signale pas à son hématologue qui nous prend en charge, on ne peut pas discuter des adaptations de traitement. Donc, du coup, il y a eu cette discussion. Aussi, comment évaluer donc, ces saignements, notamment avec le score IAM. Pour adapter donc, les changes qu'on utilise, la quantité aussi, savoir s'il faut qu'on fasse des stocks de change pour la journée. Rattraper les cours manqués quand on fait de l'absence scolaire, mettre en relation les professionnels de santé, quand du coup c'est des professionnels, par exemple, hématologues, gynécologues. Et pour les bleus, la stratégie évoquée, c'était mettre des vêtements longs pour les cacher, expliquer, et expliquer à son entourage. Mais on a évoqué que ça, c'était un peu compliqué aussi quand même, surtout pour les jeunes, quand on a plein de bleus et qu'il y a souvent des incompréhensions par rapport à de la maltraitance ou ce genre de choses qui arrivent facilement. Voilà pour nous. Est-ce que je laisse le tableau d'afficher ou j'arrête pour que tu affiches le tien? C'était qui l'autre groupe? C'est nous. Ouais, c'est nous, Yannick. Ouais. Oui. Alors, Je ne peux pas t'aider, c'est toi qui as l'écran. Oui, tout à fait. Voilà, alors partager. Alors, il est beaucoup moins beau que ce que nous a montré Charline. Vous le voyez là? Parce que j'ai eu un peu de mal avec les blocs. Bon. Donc, on est parti. Alors, les répercussions de la MHCR sur la vie quotidienne. Une première intervention a mis en évidence des problèmes à anticiper pour des petites filles de 3 et de 5 ans, avec comme élément majeur impactant la vie quotidienne un passage aux urgences répété, de nombreux appels de l'école qui sont aussi chronophages que stressants, et nécessité de prendre de nombreux rendez-vous avec des spécialistes, parce que d'après ce que j'ai compris, les deux petites filles ont un certain nombre de pathologies qui ne sont pas, je ne dirais pas classiques, mais qui nécessitaient une exploration un peu plus avancée. Et l'adaptation et le changement, c'est que la mère a décidé de mettre son activité professionnelle en stand-by, tout au moins pour le début de la vie et la mise en route de la vie quotidienne avec ses deux petites filles, qui ont 3 et 5 ans. Une deuxième intervention a confirmé que les nombreux appels de l'école étaient très stressants et chronophages. Une troisième intervention a parlé de règles hémorragiques très impactantes jusqu'à l'âge de 30 ans, avec également des hémarthroses à répétition. Le problème des règles hémorragiques très abondantes a été géré par un traitement par pilule,
Malgré tout, donc là, c'est un petit peu fouillis. Au début, donc, il y avait une impossibilité apparente de faire du sport et de la piscine, mais malgré tout, cette personne ne s'est rien interdit et part du principe qu'elle peut voyager, qu'elle peut continuer ses activités, moyennant le fait qu'elle garde avec elle toujours son facteur Willebrand. Et également, alors là, je ne sais pas s'il faut mettre à gauche ou à droite, un changement de vie dû, alors j'aurais dû mettre ça en deux phrases, la crainte de subir la honte d'un saignement incontrôlé ou de voir apparaître des taches, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est traduit par un refus de sortie, par crainte de subir cette honte, et ça a commencé par une prise de pilule et c'est allé au point qu'une hystérectomie a été pratiquée. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc maintenant, je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres points qu'on avait signalés ni l'une ni l'autre, Charline ou moi, et qui nécessitent d'être rajoutés, ou si on passe sur la deuxième partie de la question. Comme on a les deux tableaux, c'est peut-être... Oui, mais nous, on n'en a qu'un parce que comme j'ai ramé sur le premier, j'ai pris des notes pour le deuxième. Voilà. Hein, donc... Mais t'es pas toute seule, Florence, moi aussi j'ai ramé un peu, j'ai eu une mauvaise manipulation. Bon, alors, est-ce que vous voulez que je continue ou Charline, tu prends... Non, vas-y, continue, comme ça je reprendrai après s'il y avait d'autres choses. D'accord. Donc, une intervenante, volontairement, je ne donne pas les noms parce que je ne sais pas si vous avez envie que je le fasse ou pas, hein, donc je le dis juste. Une intervenante voulait partir faire de l'humanitaire et au départ, ça paraissait vraiment compliqué et finalement, elle a trouvé une solution en partant d'abord avec son traitement et également partant dans le cadre du ministère de la Santé avec un encadrement très bien pris en charge et qui pouvait aller jusqu'au rapatriement sanitaire en cas de problème particulier. Donc, elle est partie à Mayotte pendant 2 ans et demi, elle est partie en Guyane, en Guinée-Conakry, et tout ça s'est passé avec son traitement sous le bras et un encadrement et un hôpital de référence sur place qui permettait, en cas de besoin, d'avoir une prise en charge locale. Hein. Ça, c'était la première chose. Là, il y a 2 autres points que je ne sais pas trop classer dans la colonne de gauche ou de droite, mais il est apparu qu'il était très important de réfléchir lors de son orientation professionnelle, bien réfléchir à la faisabilité, entre guillemets, du métier par rapport au type de pathologie existante et que, en particulier, les apprentissages professionnels pour des métiers à risque traumatique, il faut qu'ils soient bien évalués de manière à ce qu'il n'y ait pas de déception ou de retour en arrière et de nécessité de faire une réorientation professionnelle dans le cas d'une réelle impossibilité. Hein, donc ça, c'était un point. Et un troisième point qui a été soulevé, c'est le fait de ne pas hésiter à annoncer sa maladie aussi bien dans l'environnement professionnel que dans l'entourage proche. Et ça, c'est valable aussi bien pour les petites filles que pour les jeunes filles et les femmes dans le cadre scolaire et dans le cadre professionnel. Voilà. Et j'ai oublié également un point. Une des intervenantes avait le souhait de partir de Paris. C'était un projet personnel de quitter Paris et que finalement, comme le suivi de ses enfants était fait à trousseau, il y a eu une impossibilité pour elle de partir car elle avait établi une relation de confiance très forte avec cet hôpital et qu'elle ne souhaitait pas partir en province ou ailleurs ou à l'étranger, de peur de risquer de mettre en péril cette solution de traitement à trousseau qui paraît bien lui convenir. Voilà. Ok, merci Florence. J'ai reconnu ta première intervenante qui a beaucoup voyagé. Je te laisse du coup couper le partage, que je puisse partager le tableau. Merci. Alors du coup, on a eu un petit peu moins de temps. Je ne sais pas comment vous avez réussi à découper le temps, mais on a abordé donc, la limite dans les sports aussi qui pouvaient être faits. Donc notamment, on a
des personnes qui ont évoqué le judo ou le handball, donc dans le cas de Clara. Voilà, on a évoqué, donc là, du coup, pour les sports, bon, voilà, il y avait le choix, évidemment. Partir en vacances, donc c'était la question de bien choisir quand, c'est-à-dire pas pendant les règles, et où à proximité d'un hôpital, donc très pragmatique comme départ de vacances, un petit peu organisé. Donc, le choix de la profession, on en a aussi parlé. Donc, on s'est dit peut-être participer à des forums de métiers, à s'informer sur les risques, sur les fiches métiers, tout ça. Et pour toutes ces expériences, évidemment, rencontrer d'autres femmes, c'est super enrichissant parce que du coup, on peut discuter de nos expériences respectives. Et on a abordé aussi, alors il n'y avait pas choix de vie dans le sens où c'était compliqué de parler de choix, mais on a parlé du bon compagnon. En tout cas, de bien se faire accompagner par un partenaire qui comprenne que voilà, la gestion des règles hémorragiques, c'est pas fun. Et voilà, et qu'il y a une écoute. Et puis je disais, puis le must, c'est d'avoir son infirmier ou son médecin à la maison. Donc voilà, c'était vraiment top. Il n'y en a pas assez pour toutes les femmes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on se disait qu'on pouvait peut-être essayer de laisser des petites annonces, conseiller aux femmes de laisser des petites annonces un peu spécifiques du style attention, nous cherchons. Voilà. Bon, ça c'est un peu dérivé, mais c'était l'idée. Et donc, je crois qu'on a pas mal balayé de choses. Après, on s'est dit que on n'avait pas eu l'occasion quand même de parler de la grossesse. On en a parlé un petit peu dans les répercussions de la vie quotidienne, mais on n'a pas abordé ça dans les choix, parce que c'est quelque chose qui peut être, qui peut soulever aussi des questions, savoir si on prend le risque, on ne prend pas le risque. Les choix de la maternité. Les choix de la maternité, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, voilà pour notre groupe. Merci. Merci. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ces ateliers. Comme vous voyez, c'est la première fois qu'on fait cet atelier, donc ce n'est pas évident de faire ça dans un temps aussi court et puis surtout d'arriver à des conclusions. Mais on recommencera. Hein, c'est pas... Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter Yannick. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas vous monopoliser trop longtemps. Donc, le but, c'était de vous présenter un peu rapidement le rôle que peut avoir l'AFH et la commission femmes dans l'accompagnement des femmes et des filles concernées par les maladies hémorragiques constitutionnelles rares. Donc, je vais sans doute en oublier, mais globalement, le rôle de l'AFH, quand on va sur le site, on ressort 4 grands thèmes, c'est l'information, la formation, l'échange et l'accompagnement, le soutien. Donc, et bien entendu, informer, c'est comprendre toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles rares et apporter des réponses aux personnes qui se posent des questions. Là, on est en plein dans le sujet, vivre au quotidien avec ces maladies hémorragiques. Former, c'est participer à toutes les sessions d'éducation thérapeutique, mais bien aussi former les patients et les parents ressources qui sont un élément important dans ces sessions d'éducation thérapeutique. Et un de nos objectifs aussi, c'est de pousser un peu, comme le disait le docteur Guillet, qui parlait qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions en direction des femmes. Donc, c'est pour qu'il y ait de plus en plus d'informations d'éducation thérapeutique dédiées aux femmes atteintes de maladies hémorragiques rares. Échanger, c'est tous les moments où on peut se rencontrer, donc lors des JMH, le congrès national, pour les plus jeunes, les séjours ados, les colonies de vacances et bien d'autres moments. Et accompagner et soutenir, je trouvais important de remettre l'email qui permet à toute personne qui souhaite avoir des renseignements, des informations. Si ça concerne les femmes, ce sera dirigé vers les femmes. Si c'est plus pour des jeunes enfants, etc., il y a des personnes plus compétentes à chaque fois qui sont à même de vous répondre.
et vous avez deux numéros de contact. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc maintenant, on va parler rapidement du rôle de la commission. Vous connaissez un peu, c'est de donner la parole, d'écouter, d'informer les femmes et leurs proches. Plus largement, bien entendu, de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques liées aux femmes, parce que malheureusement, on voit encore de nombreuses méconnaissances et de choses à éclaircir pour beaucoup de personnes. Donc en 2021, pour permettre ça, il y a eu les 4 webinaires sur diagnostic et prise en charge. Nous avons fait des publications régulières dans la newsletter et puis on présente en termes d'alerte sur les réseaux sociaux. Nous avons fait une première campagne le 8 mars, jour de la Journée mondiale des droits des femmes, sur les femmes saignent aussi, où on a diffusé un marque-page et demandé aux personnes de se mettre en situation avec ce marque-page et de le publier. Et nous travaillons actuellement avec des professionnels de santé, dont le docteur Guillet et le docteur Doiron, sur femmes et maladies hémorragiques constitutionnelles rares. L'intérêt de cette brochure, c'est que ça va répondre à beaucoup de questionnements, puisqu'on parlera de toutes les maladies hémorragiques, de toutes les étapes de la vie, du questionnement sur le désir d'enfant, etc. Donc, ça se veut quand même assez informatif et assez large au niveau du public concerné. Donc, en 2022, on ne va pas disparaître comme ça, on sera encore là. Donc, on vous propose encore 2 webinaires, un sur les femmes seniors et un sur le désir d'enfant. Les femmes seniors, dans l'immédiat, il y a peu de choses faites dans leur direction et comme les hommes seniors, il y a des problématiques qui se posent par le vieillissement et il est important d'y répondre et de le prendre en compte. On souhaite mettre en place, alors ce sera virtuel ou physique en fonction des possibilités liées à la situation sanitaire pour les aidants des femmes et des filles, parce que parfois même on a la double étiquette, on est maman et parent, mais soi-même ayant des problèmes de coagulation, mais gérant aussi des petites filles ou accompagnant le bon compagnon, comme disait Charline, qui accompagne une femme atteinte de troubles de la coagulation. Évidemment, on continuera à être présent sur la newsletter, sur les réseaux sociaux et dans la revue. Une deuxième campagne de visibilité le 8 mars 2022, journée mondiale des droits des femmes. L'intitulé, cette fois, ce sera « Diagnostic pour toutes ». Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Il y aura une communication dans la revue et on reviendra vers vous régulièrement pour vous en parler. On participe au congrès national, au congrès du consortium européen de l'hémophilie. Cette année, il y aura une conférence pour les femmes et une conférence annuelle, et au congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et si la situation sanitaire nous le permet, on souhaite faire une diffusion de la brochure en région pour aller un peu à la rencontre des personnes dans les régions. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, je vais essayer d'aller assez rapidement. Alors, dans le troisième webinaire, on a fait avec Thomas Sagné et Maryse un recueil de besoins qui nous a permis de mettre en avant la méconnaissance des symptômes, les mauvais diagnostics, encore des phrases toutes faites qui sont fausses. Les filles ne saignent pas. La sensation d'être négligée, complications après fracture, une grossesse, l'absence de diagnostic, la non prise en compte du manque de fer et de la fatigue qui en suit, la manque de connaissance des soignants non spécialisés sur la durée de vie des traitements. Donc, on donne un traitement, là c'était du mini-rein, et on fait l'acte, le geste invasif beaucoup plus tard, ce qui fait qu'il y a une reprise de saignement, une mauvaise prise en charge, la non-évaluation de l'abondance des règles et des douleurs associées, et aussi la difficulté à se faire entendre, on passe pour une casse-pied ou on fait peur à l'hôpital. Diapositive suivante. Alors, mais aussi, la vie permet aussi d'acquérir des apprentissages et qu'on aimerait partager. On ose challenger les médecins, dire l'hémophilie, on acquiert un langage médical et on adopte une posture qui n'est pas inférieure vis-à-vis du corps médical parce qu'on ose dire que l'on se connaît très bien. On fait confiance dans nos savoirs et là, c'était anecdotique, mais c'est important. On acquiert de bonnes méthodes, entre autres pour se brosser les dents et des visites régulières chez le dentiste
qui permet de ne pas avoir des problèmes associés qui peuvent entraîner des saignements, etc. Et l'importance, on en a parlé tout à l'heure, d'informer sa famille et ses proches de sa situation. Diapositive suivante. Alors là, je vais vous laisser sur votre faim. C'est le retour du sondage qui a été fait pendant plusieurs mois. 38 personnes y ont participé. Je vous donnerai que quelques chiffres marquants. L'impact sur la vie quotidienne, il y a quand même 95% des personnes qui ont participé au sondage qui évoquent un impact important sur leur vie quotidienne. 85% un impact sur leur qualité de vie. 42% un impact sur leur sexualité. Et 66% ont dû mettre en place des changements, fait des choix différents liés à ces répercussions. Et les deux principaux symptômes qui ont été évoqués, il y en a d'autres, mais vous les saurez à un autre moment, c'était les règles abondantes pour 79% et les hématomes pour 61%. Donc, information plus complète à suivre. Et pour terminer, une dernière diapositive, s'il te plaît. Alors, le recueil de besoins, les résultats du sondage et bien entendu les échanges de ce jour vont nous permettre d'adapter nos actions futures pour être au plus près de vos besoins et de vos attentes. Et ils feront très probablement l'objet d'une publication future où il y aura de façon plus exhaustive tous les éléments, entre autres, du sondage. Merci. Merci Yannick. Maintenant, on va. Bon, il est tard, donc la conclusion, je pense que moi, la dernière fois, j'avais fait une conclusion en reprenant un petit peu tous les points importants. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire que je fasse ça ce soir et je vais peut-être laisser la parole tout de suite à Nicolas Giraud pour qu'il nous fasse une petite conclusion pour cette session de 4 webinaires. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez parce que là, ma connexion vient juste de partir. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vraiment déjà remercier tout le travail que la Commission Femmes a mis en place cette année 2021, avec cette série de webinaires, avec toute cette série de communications aussi à travers la newsletter et différents articles dans la revue. Bien sûr, remercier l'ensemble des intervenants, que ce soit côté patients et patientes, témoignages et puis bien sûr professionnels de santé qui ont participé tout au long de ces webinaires, puis en particulier le docteur Roselyne Doiron qui est, on va dire, la cheville ou la référente de la commission femmes qui est toujours là à l'écoute et aux côtés de la commission femmes pour engager ces différents travaux et ces différents projets. Donc, merci à vous, docteur Doiron, mais merci aussi à vous, monsieur Guillet, docteur Guillet, et à tous les autres professionnels de santé. Bien sûr, merci à toutes les participants, parce que c'est grâce à vous que je pense, grâce à votre participation que nous mesurons le succès des travaux que nous faisons. Que la commission femmes fait. Et donc, c'est un grand merci à tous et à vous tous d'avoir participé tout au long de ces 4 webinaires, d'avoir suivi ces webinaires. Merci aussi, je vois que ce soir et à d'autres événements, nous avons même nos partenaires qui sont extrêmement loin de chez nous, des partenaires des pays africains, donc voilà, de la FAT. Donc, merci de votre participation. J'espère que, en tout cas, ces travaux-là, ce que mène la commission femmes avec les professionnels de santé, c'est pas une fin. L'année 2021 arrive, mais l'année 2022 va démarrer bientôt. Et il y a plein de nouveaux projets aussi que la commission femmes vous réserve. Donc voilà, c'est juste un engagement de la commission femmes, et vraiment, je tiens à souligner que l'AFH soutient ces travaux-là, cet engagement-là. On doit aller encore plus loin, on doit encore oser. Je retiens quelques mots qui ont été dits à travers ce webinaire ce soir. L'empowerment. Donc, l'empowerment, c'est
l'éligibilité, où il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est se donner ce pouvoir ou cette connaissance de pouvoir s'exprimer face dans différentes situations. Yannick l'a dit, oser le dire, faire face à des professionnels de santé, parce que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, et encore, vous voyez, nous sommes en France, nous avons un plan maladie rare 3. Donc, je veux dire que les maladies rares, malgré leur rareté, il y a une vraie attention des politiques, il y a une vraie attention des professionnels de santé, il y a une vraie organisation en France, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Je pense notamment à nos partenaires en Afrique. Mais la réalité fait que malgré tout ce qui est en place, les maladies rares ne sont pas connues par les professionnels de santé. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre, il faut le digérer. C'est pas toujours facile parce qu'on se dit, ben, vous êtes professionnel de santé, vous devrez savoir, mais non. En fait, les maladies rares sont tellement rares que c'est extrêmement difficile de rencontrer des professionnels de santé qui savent. On a vu plusieurs témoignages que entre l'apparition, l'expression clinique des saignements et un diagnostic, l'écart il est extrêmement important dans certains cas. Et ça, c'est la réalité. Donc, je pense que cet empowerment, il faut vraiment que chacun d'entre nous le réalisions que nous devons nous acquérir cette connaissance, acquérir quelques mots aussi que les professionnels de santé utilisent pour essayer de leur faire passer les messages que, en fait, on comprend ce que vous dites, mais aussi écoutez-nous parce que nous avons aussi notre connaissance, notre expertise de patient, du vivre avec, et vous devez nous écouter. Donc, c'est à travers cette éducation thérapeutique, à travers tous les documents que l'AFH produit. Dans le chat, j'avais mis plusieurs liens sur des documents, puisqu'il y avait la formation, Monsieur Dr Guy faisait sur la formation des gynécologues, dentistes et pédiatres et généralistes. Voilà, il y a des livrets, il y a des supports de communication que l'AFH a produits avec les professionnels de santé. Donc, utilisez-les, lisez-les, digérez-les pour être en capacité aussi de parler, de partager la situation, de faire comprendre votre situation à tous les professionnels de santé que vous rencontrerez dans votre vie. Et aussi, voilà, l'autre message, c'est que voilà, on a eu plein de témoignages avec voilà, des parcours différents. Ne faites pas que voilà, la maladie soit un frein. Je pense que je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, personnellement, pour moi, ça a été une opportunité parce qu'une opportunité de rencontrer plein de personnes, de nouvelles personnes, de rencontrer aussi une famille, voilà, on peut dire comme ça, et aussi de grandir, d'acquérir de la connaissance et puis de pouvoir faire aussi des choses que je n'aurais pas imaginées dans le passé ou quand j'étais enfant. Donc voilà, n'en faites pas quelque chose d'impossible ou de vous enfermer, mais au contraire, je pense qu'on doit essayer de construire et d'en faire quelque chose de positif. Alors, c'est vrai que c'est jamais facile quand on est un parent. Moi, je parle en tant que patient, en tant que personne qui vit avec cette pathologie, mais je peux comprendre que pour des parents, c'est extrêmement difficile. J'ai encore eu une conversation aujourd'hui avec un parent, pourtant qui est extrêmement impliqué à l'AFH, mais qui me dit c'est dur, quoi, c'est dur, parce que j'ai mon fils, il est petit, il est jeune. J'ai dit, mais oui, mais de toute façon, il va apprendre, on parlait de ski, voilà. Et j'ai dit, une fois qu'il sera ramassé une fois, deux fois, il aura compris, il fera attention. Mais ça, c'est comme tous les enfants, c'est comme de leur dire, touche pas le feu, ça, tu vas te brûler. Mais on peut le dire 10 fois, il va le faire quand même. Et je pense que c'est ça, c'est aussi donner cette confiance à nos enfants, de dire, allez-y, profitez, faites de votre vie. Et lorsqu'il y aura l'accident, d'être à côté, lorsqu'ils vont être de toute façon, ils vont tomber, quoi qu'il en soit, mais d'être à côté, de savoir quoi faire lorsqu'ils vont tomber, sans paniquer, sans stresser, et leur dire, voilà, tu es tombé, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Est-ce que tu écouteras ou est-ce qu'on adaptera? Et je pense que c'est comme ça, c'est un processus de la vie. Donc, ça, c'est un apprentissage qui est tout au long. Donc voilà, j'espère que ces messages-là seront quelques messages qui vous resteront
pour continuer et avancer dans votre quotidien et pour que cette maladie soit, on va dire, le plus léger possible sur nos épaules et que vous soyez en capacité, avec vos professionnels de santé spécialisés, avec l'AFH, avec l'échange entre pairs, en capacité de mieux vivre avec et de bien vivre et de bien avancer, d'être épanoui au maximum. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Merci à la Commission Femmes encore une fois. Merci bien sûr à nos partenaires, au soutien institutionnel que nous avons pu avoir de nos partenaires privés, Takeda et Novo Nordisk. Et puis, je pense que l'AFH, en tout cas, elle est sur ce chemin-là de sensibiliser les professionnels de santé, nous-mêmes, notre propre communauté aussi, parce que ça aussi, c'était un sujet qui était peut-être un peu tabou, notamment auprès de l'hémophilie, avec les conductrices. Vous n'avez pas de soucis, mais en fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet que nous devons toujours mettre en avant, toujours discuter pour que ce soit encore toujours mieux compris, mieux diagnostiqué, mieux accompagné pour le quotidien de toutes les femmes concernées par une maladie hémorragique constitutionnelle. Très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je vais peut-être juste clore ce webinaire par le sondage. Donc, merci de bien vouloir répondre au sondage qui va s'afficher. Et quand vous aurez répondu à ce sondage, qui ne devrait pas vous prendre trop de temps, on va vous soumettre un dernier sondage qui est on va vous demander d'indiquer votre météo personnelle suite à ce webinaire. Et voilà, Charline nous dit que c'est un grand soleil pour elle. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, merci de répondre à ce troisième sondage. Et à la suite de quoi, on vous dira au revoir. Pendant que vous remplissez votre sondage, donc juste pour rappel, les 3 premiers webinaires sont déjà en ligne. Vous pouvez les retrouver en replay. Et le 4e qui va se terminer incessamment, sera mis dans les jours qui viennent aussi en replay pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Et donc, n'hésitez pas à diffuser les informations à vos proches. Un grand merci à Émilie et à Mélanie, sans qui toutes nos actions ne pourraient avancer, et à Fabrice et à Nicolas aussi pour leur soutien. Et encore un grand merci au docteur Guillet et à Roselyne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.